De Queiroz, bonjour. Bonjour. Alors, Aude de Queiroz, vous êtes vous-même artiste, mais vous êtes aussi diplômé en droit et diplômé de Sciences Po Paris. Alors, vous avez publié ces dernières années plusieurs ouvrages sur l'art contemporain. Et là, nous allons parler aujourd'hui du troisième tirage de l'imposture de l'art contemporain. Alors, imposture, c'est quand même un mot très fort, très violent. Oui, mais ça veut dire tout simplement que c'est une chose qui est prise pour une autre. Et c'est là peut-être qu'il faut commencer par dire qu'il y a une imposture sémantique. C'est-à-dire que le mot art contemporain ne veut pas dire tout à fait la même chose que ce que art contemporain, c'est pas de l'art ? Ça ne veut pas dire exactement ce que tout le monde comprend par le mot art. En général, si vous voulez, l'art, c'est un langage non verbal, sensible, qui communique avec les êtres au-delà des mots et sans passer par les concepts. C'est-à-dire que c'est la forme accomplie de l'œuvre qui va porter le sens, mais pas un sens conceptuel, logique, rationnel. Un sens qui n'a pas de mots tout à fait pour le dire tout à fait. Donc, il a aussi quelque chose de gratuit, cet art, parce que, au fond, c'est quelque chose que les gens reconnaissent. Par exemple, un paléontologue va faire des fouilles et va découvrir des objets avec un décor qui est inutile. C'est pas ça le décor, il est en plus, il est pour autre chose que simplement l'utilitaire. Il a une autre fonction. Vous voulez dire en quelque sorte que l'art contemporain se débarrasse en quelque sorte des critères esthétiques et qu'il se réfugie dans le discours ? Totalement, c'est-à-dire que le fond de l'art contemporain n'est pas esthétique. Le fond de l'art contemporain est un discours. Alors évidemment, on va faire référence à Duchamp qui dit « l'art est ce que l'artiste dit être de l'art ». Et c'est une définition nominaliste. Je nomme ça de l'art et c'est de l'art. Et Arthur Danto, qui était un philosophe new-yorkais des années 60, a rajouté à cette définition de l'art contemporain est de l'art ce que l'artiste dit être de l'art et les institutions et la société dit être de l'art. Donc en fait, on termine par une définition à la fois sociologique et de l'art, ce que la société dit être de l'art, mais la société, abstraitement, ça n'existe pas. Donc c'est les institutions qui reconnaissent que c'est de l'art. Alors les institutions, elles sont diverses. C'est, disons, l'État. En France, le ministère de la Culture. Ça peut être les médias qui vont parler d'une œuvre d'art. Donc, à partir du moment où les médias parlent d'une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Qui peut dire le contraire ? Ensuite, les critiques d'art, les intellectuels à l'université, les juges, quand ils sont obligés de procéder à un jugement où il faut savoir si c'est une œuvre d'art ou non. Donc ils vont statuer. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup de procès où il fallait que le juge dise si c'était une œuvre d'art et si tout ce qui concerne le droit en matière d'art pouvait s'appliquer à l'objet. Alors, en tout état de cause, l'art contemporain est devenu un phénomène marchand massif. D'abord institutionnel. Institutionnel, marchand et financier, c'est ce que vous démontrez dans le livre. Alors à des époques différentes, parce que, comme vous savez, l'art conceptuel existe depuis avant la guerre de 14. Il n'a vraiment pris un essor, il n'est vraiment devenu l'art officiel international qu'après 1960. Donc il y a eu une époque où il était là, mais souterrain, si on peut dire. Alors, vous décrivez effectivement dans le livre tous les enjeux géopolitiques qu'il y a eu derrière cette délimitation de ce qu'était l'art contemporain. Mais je voudrais, Aude de Queiroz, qu'on se concentre sur les aspects, on va dire, marketing et financier de l'art, sur cette chaîne économique et Exerfi Canal. Oui, mais elle intervient elle intervient à un certain moment. C'est-à-dire qu'au début, c'est véritablement un travail d'influence. Et dans les années 80, ça devient un objet, ça gagne sa vie tout seul, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'institutions, de fondations, de CIA, etc. pour pousser un petit peu les cotes, pour aider les marchands à
à faire leur travail et les fondations à accepter des œuvres dans leur musée, etc. On est dans le processus qui suit, c'est-à-dire que ça gagne sa vie tout seul, puisqu'il y a des très grands personnages qui ont ces œuvres, donc les gens qui veulent devenir des grands personnages vont vouloir acheter ces œuvres. Et on a une époque spéculative dans les années 80 où la spéculation sur l'art atteint des sommets faramineux. Alors je voudrais qu'on mette un petit peu l'accent sur l'aspect marchand. Donc on n'est plus à l'époque des Galliéris, de ces marchands d'art, les Kahnweiler qui découvraient tel ou tel artiste et qui allaient voir les clients potentiels. Non, c'est terminé tout ça. Aujourd'hui, on est devant un véritable système marketing. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques éléments qui commence à naître après 2 événements, et c'est comme ça qu'on comprendra vraiment pourquoi ça devient comme ça. Vous avez d'abord le mur de Berlin qui tombe, le système soviétique qui tombe, donc toute cette histoire géopolitique n'est plus de mise. Et il y a aussi un deuxième facteur, c'est qu'on assiste en 1991 au premier grand krach mondial de la bourse, enfin du marché financier. Et à ce moment-là, le marché spéculatif de l'art des années 80 s'effondre. Bon. Et dans ce marché spéculatif, il y avait tout. Il y avait l'art contemporain, mais il y avait aussi l'art, et il y avait toutes les tendances, tous les courants étaient là. Après 1990, donc, on va tirer la leçon. Il va y avoir une époque de très basse eau dans le début des années 90, après ces 2 cracks, si on peut dire, un krach politique et un krach boursier. Et disons les marchands d'art, mais pas seulement les marchands d'art, les collectionneurs, les grandes maisons de vente vont commencer à imaginer une stratégie qui soit adaptée à l'hégémonie, à la grande hégémonie américaine qui va durer une vingtaine d'années à partir des années 90. C'est-à-dire on est à l'époque de la mondialisation, de la globalisation, donc cet art est merveilleusement adapté. Et c'est pour ça qu'on ne pourra faire de la spéculation que sur le contemporain, parce que le contemporain est adapté au financier, au marchandising et à la globalité. Pourquoi ? Parce que c'est un art sans identité et sans valeur intrinsèque. C'est un objet que simplement les institutions ont décidé être de l'art. Mais ça ne suffit pas, il faut une organisation. Et c'est là où ça s'organise. Et vers la fin, après le milieu des années 90, vous avez un certain nombre vous avez deux grandes maisons de vente internationales et qui vont devenir mondiales, qui sont Christie's et Sotheby's, qui, comme personne ne le sait, font un travail d'entente pendant toutes les années 90. Et ils annoncent une réorganisation du marché pour 2000. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, nous allons faire non pas 2 départements anciens et modernes, mais on va faire ancien, moderne et contemporain, et ensuite on va faire contemporain. C'est-à-dire que ces maisons de vente vont prendre en main le marché de l'art contemporain et ça ne va plus être un marché du second marché, c'est-à-dire que c'était la règle des maisons de vente. Ça passait d'abord par les marchands d'art. Et voilà, et c'était en second marché, on entrait. Voilà. Donc là, en premier marché, ils vont s'en occuper. Alors, ils décident qu'à partir de l'an 2000, c'est eux qui vont faire les cotes dans l'international, dans le premier marché. Ils vont eux-mêmes exposer les artistes. Ils vont travailler en réseau. Alors c'est là où tout s'organise, c'est-à-dire que vous allez avoir les cotes qui vont se faire avec comme personnage principal le grand collectionneur. Et le grand collectionneur, c'est quelqu'un qui est, comme on dit en Amérique, too rich to fall. C'est-à-dire que pour lui, dépenser 50 millions pour un Jeff Koons, c'est de l'argent de poche. C'est-à-dire qu'il a ça sur son compte, il n'a pas besoin de faire d'opération, de vente ou quoi que ce soit. Il achète une œuvre, 50 millions. Et ces grands acheteurs se connaissent. Alors, ces grands acheteurs vont travailler en réseau, c'est-à-dire qu'ils vont trouver d'autres grands acheteurs qui vont soutenir non seulement le même artiste, mais la même œuvre en sérielle, c'est-à-dire par exemple, Jeff Koons, le chien de Jeff Koons, il y a 7 chiens qui sont de couleurs différentes mais identiques. Achetés par 7 milliardaires ? Par 7 milliardaires qui travaillent en réseau. Et donc, quand un chien monte, tous les chiens montent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire
pour ainsi dire, de la création monétaire. Ils vont battre monnaie, exactement comme... Ça devient un produit financier, en quelque sorte. Et là, on est même dans le produit monétaire, c'est-à-dire que ça va être... Ça, c'est ce qui s'est passé après l'an 2000. Avant l'an 2000, on organise des produits financiers et après, on organise des produits monétaires. Mais, vous savez, la chose est proche. Entre le financier et le monétaire, parfois... Bon. Mais par exemple, ces 7 chiens, eh bien, chacun... oui, chaque fois qu'il y a un chien qui monte, tous les chiens montent. Donc, en fait, c'est comme une sorte de trésor. Il y a un système d'autolégitimation de la valeur. Voilà, et ils peuvent se prêter de l'argent entre eux, ils peuvent se garantir les uns les autres. Il y a peut-être de la petite monnaie qui circule, des prêts en dehors des banques, en dehors du fisc, en dehors de tout, grâce à cette espèce de fornox. Il y a un circuit, si on prend l'exemple de Jeff Koons, de premier rang, en fait, pour établir la valeur du chien de Jeff Koons. Oui. Derrière, il y a des produits dérivés, etc. Qui gagnent leur vie. Et après, il va y avoir des acheteurs de second rang. Absolument, qui vont faire le petit chien. Alors, c'était drôle, parce que pour Jeff Koons, vous aviez le chien moyen qui fait dans les 20 000, 50 000, 100 000. Non, peut-être pas 100 000, mais 20 50 000 pour les gens en fortune moyenne. Et puis, vous avez le chien qui était vendu à Conforama pendant que Jeff Koons avait son exposition à Beaubourg, qui était vendu 60 €. Et puis, vous avez les t-shirts, les porte-clés, etc. Donc, c'est une industrie, en fait. Donc, en fait, effectivement, c'est ce qu'on appelle un artiste bancable, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent dessus. Alors, il y a non seulement, vous expliquez bien dans votre livre, ce réseau qui se met d'accord, en quelque sorte, pour valoriser un artiste. Il y a un discours sur cette œuvre qui se construit, puisque l'œuvre n'est que la porteuse d'un discours. Et puis, ce réseau va se débarrasser après des œuvres et va les vendre auprès d'acheteurs de second rang, en quelque sorte. Alors là, je pense que c'était le cas à la fin des années 90, début des années 2000, mais après 2008, on est passé au monétaire et au fond, ce qui est intéressant, c'est que pour rentrer dans le réseau, il faut faire monter la cote. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau s'agrandit de nouveaux collectionneurs, un à un. Pourquoi ? Imaginons un industriel chinois qui est dans le fin fond de la province à faire ses chaussures, mais il est très riche et il voudrait rentrer dans le réseau international. Mais moins initié encore je pense que un certain nombre de gens connaissent les règles du jeu. Donc il se dit, si je veux rentrer dans l'international, si je veux être dans la cour des grands, si je veux fréquenter les dîners, les cocktails, les réceptions, lorsqu'il y a les différentes foires, plusieurs fois par an, où tout le monde débarque avec son Boeing pour passer 4-5 jours en allant de cocktail en dîner. Il faut que je fasse partie du réseau. Il faut que je fasse partie du réseau. Et pour y entrer, je paye un porte qui est de faire passer le Jeff Koons de 30 millions à 50 millions. Alors pour terminer, Aude de Queyros, parce que ce livre est très riche, très dense et passionnant, vous expliquez en même temps qu'il y a un système de légitimation au-delà de ces milliardaires qui passe par les musées, que ce soit les musées... Non, il est essentiel. Il est essentiel. Sans ça, ça ne peut pas tenir. Alors expliquez-nous un peu, entre les musées privés américains et les musées publics français. Frédéric Martel, qui a été un grand décrypteur de ce qui se passait à New York, a remarqué, il était à New York dans ces années-là, que dans les années 80, là-bas, et plus tard en France et ailleurs, il y a eu une alliance inédite jusque-là entre les intellectuels et les marchands. C'est vrai que, avant, les intellectuels étaient plutôt liés aux politiques. Depuis 1917, il y a eu un grand mouvement politique parmi les artistes, et c'est la politique qui justifiait l'art. Mais à partir des années 80... l'art était révolutionnaire. Oui, voilà. C'est les marchands qui ont pris la main. Et c'est tout à fait nouveau. Mais il se trouve qu'en France, nous avons une originalité extraordinaire. C'est qu'à partir de 83, nous avons eu un État qui a littéralement dirigé l'art grâce à d'énormes subventions et par le fait qu'ils avaient tous les facteurs de légitimité d'État, c'est-à-dire les lieux prestigieux,
les prix, les lieux, oui, pas seulement les lieux, mais toutes sortes de subventions données à la création, les achats, les commandes, dans des lieux prestigieux également, et qu'ils ont joué un rôle énorme dans la légitimation de l'art contemporain, non seulement en France, mais dans le monde entier, car la France est un modèle, est une référence absolue dans le domaine de l'art. Seulement, le problème, c'est qu'ils ne prenaient plus la référence en France, dans les milieux intellectuels, artistes ou autres, comme c'était le cas depuis plus d'un siècle, mais à New York. Et 60% de l'argent public qui servait à la commande d'art en France est parti à New York dans les poches de nos inspecteurs de la création qui couraient les galeries new-yorkaises pour acheter des œuvres d'art qui étaient d'artistes vivants et travaillant à New York. Alors vous expliquez tout ça très très bien dans ce livre que j'invite à lire et qui explique aussi pourquoi on retrouve un Jeff Koons au centre Georges Pompidou, l'année dernière, une légitimation supplémentaire. Donc l'imposture de l'art contemporain, une utopie financière. Aude de Queyroz, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir écouté.